Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance d'une série de 3 sur Velixo, formation destinée aux utilisateurs et aux consultants qui travaillent avec notre produit sur Acumatica et sur CG d'XRP Flex. Avant de débuter, je tiens à vous rappeler que les séances sont enregistrées et publiées sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez simplement chercher Velixo sur YouTube ou utiliser l'adresse qui est à l'écran. Si vous avez des questions au cours de la séance, n'hésitez pas à utiliser le bouton pour les questions ou simplement le chat. Ça me fera plaisir d'y répondre soit pendant la séance ou un peu plus tard là, si je n'arrive pas à le faire en direct. Je vous rappelle qu'on a eu notre première séance le 27 janvier dernier. La séance a été enregistrée. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté au cours des derniers jours parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder à l'enregistrement à partir de Teams. Donc, je veux simplement vous montrer à quel endroit vous pouvez trouver l'enregistrement de notre première séance. Sur YouTube, vous pouvez écrire Velixo Formation Français. Et puis, ça va être le premier résultat qui est juste ici. Donc, tout est enregistré et puis est maintenant disponible sur YouTube. Je vais placer la deuxième séance et puis la troisième ce vendredi lorsqu'on aura terminé. Un petit rappel, au cours de notre première séance, le 27 janvier dernier, on a révisé la procédure d'installation de Velixo et puis la configuration de base. Je vous ai fait une présentation du ruban Velixo, donc ce qui consiste finalement en cette barre d'outils que vous avez au haut d'Excel. On a fait un premier tour d'horizon des fonctions, en commençant par les fonctions du module Finance. Je vous ai fait une présentation des différents modes de filtrage des données, que ce soit en utilisant des plages ou des masques de saisie. Et puis, on a regardé rapidement le concept de fonction dynamique et liste. C'est quelque chose qu'on va explorer plus en détail aujourd'hui. Même chose pour le drill down, on l'a vu dans le contexte du module finance, mais on va l'explorer à nouveau dans le contexte du module gestion des affaires. Pour cette deuxième séance, on va débuter justement avec le module gestion des affaires. Velixo contient un grand nombre de fonctions qui sont spécialement conçues pour le module gestion d'affaires, qui s'appelle aussi gestion de projet pour nos amis au Québec. Deuxièmement, je vais regarder avec vous le module requêteur, qui est quelque chose de très, très puissant sur Velixo qui vous permet d'accéder à des données provenant de l'ensemble de l'application. Donc, des données opérationnelles, des listes de clients, des listes de fournisseurs, de commandes d'achat et ainsi de suite. Par la suite, on va explorer la fonctionnalité Write Back. Write Back implique écriture, donc réécriture, mise à jour d'informations vers votre système ERP à partir d'Excel. Et puis, on va terminer, si le temps le permet, avec certaines des fonctionnalités de la barre d'outils, comme masquer les lignes à zéro et puis les options avancées que vous retrouvez dans la barre d'outils Velixo. Un instant, je vais aller à la deuxième séance qui est juste ici. Sans plus tarder, débutons avec les fonctions du module gestion d'affaires. Et puis, pour vous présenter cette fonctionnalité, je vais débuter par une connexion vers mon environnement. XRP Flex. Juste un instant. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous. La connexion est en train de se faire. Et puis, en fait, parallèlement, je vais aussi ouvrir une deuxième fenêtre sur mon environnement Acumatica. Donc, on a une partie des gens qui sont ici, qui utilisent Acumatica. Ça peut être intéressant d'avoir la même chose dans un environnement Acumatica qui est, bon, à toute fin pratique, identique.
Juste un instant, je constate que je n'ai pas la fonction gestion d'affaires activée ici. Je vais l'activer. Et on devrait pouvoir y accéder par la suite. Parfait. Oups. Bon, les aléas du direct, je constate que je n'ai pas de données dans ma section affaires sur XRP Flex. Je vais quand même procéder avec cette partie, mais en utilisant l'environnement d'Acumatica pour la démonstration. Je m'excuse du contretemps. On devrait passer peut-être une dizaine ou une quinzaine de minutes. J'avais l'impression d'avoir les mêmes données accessibles ici, mais il semble que le module est tout simplement pas configuré dans mon environnement de développement. Je vais aller sur Excel et puis je vais débuter un nouveau classeur et puis me connecter immédiatement à mon environnement. Donc, petit rappel, pour établir une connexion sur un nouveau classeur, on utilise le gestionnaire de connexion et puis le bouton « Ajouter une connexion ». On nomme notre connexion et puis ensuite, on entre nos informations. Donc, c'est l'URL de connexion qui est le même que celui que vous utilisez lorsque vous vous connectez à partir d'un navigateur. Donc, dans mon cas, je vais prendre mon environnement démo Velixo. Le nom du tenant et ensuite le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Donc, encore une fois, comme je n'ai pas de données dans mon environnement XRP Flex pour cette partie, je vais utiliser mon environnement Acumatica qui va me permettre de vous présenter les différentes fonctionnalités. La semaine dernière, je vous ai montré cette fonctionnalité d'Excel, ici le petit bouton « Insérer une fonction » qui vous donne accès à la liste des fonctions qui sont intégrées à Excel. Dans l'écran qui apparaît, on a un bouton ou une liste déroulante qui nous permet de voir les fonctions par catégorie. Et puis, vous retrouvez des fonctions spécifiques à XRP Flex là, sous les différentes sections Velixo. Donc, ensemble, on a exploré la partie finance il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on va explorer affaires et requêteurs. Donc, affaires qui est la partie project ou gestion de projet pour les gens qui utilisent Acumatica, que ce soit en anglais ou en français. On retrouve au niveau des fonctions du module affaires une grande quantité de fonctions qui nous permettent de récupérer toutes les informations qui se retrouvent au niveau de votre environnement ERP autour de la gestion des affaires. Donc, on parle à la fois de nombre ou de quantité et de montant. Donc, au niveau d'un projet, vous pourriez comptabiliser le nombre d'heures ayant été travaillées. Vous pourriez comptabiliser des unités. On a un client qui fait des projets de reforestation. Donc, eux vont suivre le nombre d'arbres qui ont été plantés littéralement au cours d'un projet. Donc, on a à la fois des fonctions pour la quantité et les montants. Un petit rappel, encore une fois, les fonctions Velixo sont nommées en anglais pour des questions de compatibilité avec les différents environnements, mais tout ce qui est documentation, description, comme on voit ici, là, calcule les montants pour une ou plusieurs affaires et phases au début d'une période donnée, tout ça, c'est traduit en français. La structure des fonctions ressemble beaucoup à ce que vous allez trouver au niveau du module finance. Donc, c'est toujours avec le nom de la connexion, le code de l'affaire et puis ensuite une série de paramètres vous permettant de contrôler qu'est-ce qui doit être inclus ou pas inclus. Et puis, si on fait le tour là, rapidement, on peut voir des fonctions pour les budgets. Change order, c'est les avenants. Les montants engagés. Les dépenses à engager pour finaliser un projet. Description et date. On a aussi les prévisions, donc possibilité de récupérer des prévisions pour une période donnée.
des montants de budget révisés. Donc, c'est aussi quelque chose qui est suivi par l'environnement. Et puis, bon, une panoplie là, de fonctions utilitaires pour aller récupérer les dates planifiées, les dates de début, les dates de fin réelles. Donc, j'aimerais avec vous faire un rapport très simple qui va nous permettre de vérifier pour une affaire donnée. Donc, code de l'affaire. J'aimerais être capable de voir les revenus. Et ensuite, au niveau des dépenses, je vais être capable de voir la main-d'œuvre. On a aussi, je pense, les matériaux. On va en ajouter quelques autres par la suite. Total des dépenses. Ensuite, profit ou perte. Si je vais changer l'indentation. Total des dépenses. On va faire une somme plus tard. Ce que j'ai besoin pour calculer des montants au niveau du module de gestion d'affaires, c'est la structure des groupes de comptes. Donc, en fait, je vais juste m'assurer que j'utilise la bonne terminologie. Oui, regroupement de comptes. Donc, les regroupements de comptes, c'est la façon principale avec laquelle vous allez récupérer des montants ou des quantités au niveau de la gestion des affaires. Donc, regroupement de comptes. Si je vais ici dans mon environnement qui est déjà configuré, je vais vous montrer quelques exemples. En fait, on va récupérer les mêmes. Bon, j'ai de l'équipement, j'ai des frais de déplacement, travel and expenses, des sous-contractants, des revenus, des matériaux, de la main-d'œuvre, puis différents groupes de comptes. C'est à vous de créer les groupes de comptes qui s'appliquent au niveau de vos affaires et puis ensuite de relier au niveau de votre plan comptable les comptes à un regroupement de comptes. Donc ici, j'en ai pas, mais je vais ouvrir mon plan comptable sur XRP Flex. Juste vous montrer ici à la droite complètement que je devrais avoir quelque part regroupement de comptes. Regroupement de comptes, il est juste ici, dans cette colonne-là. Donc, pour chacun de vos comptes de revenus de dépenses, même d'actifs et passifs, vous pouvez les regrouper dans un regroupement qui sera par la suite utilisé pour fin de reporting au niveau de la gestion des affaires. OK, donc, je vais en prendre quelques-uns ici. J'avais pris main-d'œuvre, matériaux. On pourrait mettre frais de déplacement, puis sous-contractant. Si vous vous rappelez, quand j'ai monté la balance comptable, j'avais l'habitude d'avoir une colonne ici avec des codes de compte. Je vais faire la même chose pour pouvoir faire référence tantôt au niveau de ma colonne-ci, là, quand va venir le temps de calculer. Donc, je vais mettre mes codes de regroupement. Ici, encore une fois, c'est quelque chose qui serait fait au niveau de votre configuration initiale sur XRP Flex. J'ai labor, j'ai material, frais de déplacement, c'est travel, et sous-contractant, subcon. Et puis, je vais ensuite commencer à entrer mes différentes formules. Donc, allons-y, mettons un code d'affaires. Les codes d'affaires, c'est à vous de définir. Ici, j'en ai plusieurs qui ont été déjà créés dans mon environnement. J'en ai un qui est pour la construction d'un hôtel et d'un condominium. Le code, c'est 1002 hôtel. On le voit ici. En date due, je vais mettre février ou décembre 2021. Voilà. On peut ensuite commencer à récupérer l'information. Donc, allons-y. J'ai besoin du solde final en date de décembre 2021. OK? En fait, je pourrais même mettre 2022. Je ne suis pas certain si mon année financière va jusque-là. Puis on va utiliser le petit bouton « Insérer une fonction » pour récupérer cette information. Donc, dans la catégorie « Affaires », si on descend, vous allez voir qu'il y a une fonction ici qui nous donne les montants au terme d'une période pour une ou plusieurs affaires et phases. Donc, allons-y, puis suivons les informations. Les affaires à inclure. Donc, mon code d'affaires est ici à C2. Je vais figer la référence au niveau de la ligne. Donc, je vais appuyer sur F4 jusqu'à ce qu'il y ait un
symbole de dollar devant le numéro de ligne ou de rangée. Si vous vous rappelez, avec Velixo, on a la possibilité de regrouper plusieurs éléments. On le fait pour des comptes, donc une plage de comptes, en utilisant le point d'interrogation. Juste pour rappel, ici, là, puis aussi, il y a peut-être des gens qui n'ont pas assisté à notre première séance. J'ai présenté ce slide où on voit les différentes façons de filtrer et de regrouper l'information. Les mêmes techniques s'appliquent au niveau du module gestion des affaires. Donc oui, là, on va utiliser un seul projet, mais si vous vouliez utiliser tous les projets qui débutent par 3 lettres, ça pourrait être, exemple, des projets de construction où vous mettez CON, CON avec un point d'interrogation, vous pourriez le faire, ou lister plusieurs affaires, la même chose avec le point-virgule. Donc, pour rappel, c'est couvert dans notre première séance, celle de mardi. Ouais, j'ai dit mardi, est-ce que c'était bien mardi ou c'était vendredi? Pardon, vendredi le 27 janvier dernier. Vous pouvez y référer, là, la vidéo est déjà sur YouTube. Donc, retournons ici sous Excel. Bon, une fois avoir entré le code de l'affaire, j'ai la possibilité d'indiquer la phase, mais vous voyez que c'est optionnel. Donc, les affaires ou les projets peuvent être divisés en plusieurs phases. Et puis, sous Velixo, vous avez la possibilité de faire vos calculs pour l'ensemble de l'affaire ou pour une ou plusieurs phases en particulier. Et comme on voit que le nom de l'argument est entre crochets, donc ça nous indique ici que c'est optionnel. Pour aujourd'hui, on ne va pas faire de filtrage ou de restriction par phase. Je vais passer au prochain paramètre. Le regroupement. Donc, mon regroupement de comptes, c'est ce que je vous ai présenté il y a quelques secondes. Je l'ai mis dans la colonne A. Donc, je vais cliquer sur A5, puis je vais figer au niveau de la colonne. Par la suite, si on descend, on a code de coût. Donc, ça, c'est une autre fonction un peu plus poussée qui vous permet d'avoir plus de granularité au niveau de vos transactions du module de gestion des affaires. C'est optionnel. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est activé dans vos environnements, mais sachez que vous avez aussi la possibilité de filtrer par code de coût. Et puis, même chose au niveau d'article d'inventaire. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est optionnel, qu'on ne va pas utiliser, mais je vous donne un exemple où ça pourrait être utile. On a le regroupement de comptes main-d'œuvre, mais dans la main-d'œuvre, vous pouvez avoir des gestionnaires de projet, vous pouvez avoir des ouvriers, vous pourriez aussi avoir des gens qui travaillent en temps supplémentaire, donc avec un taux différent. Et puis, au niveau de votre reporting, vous pourriez avoir le besoin de présenter l'information selon l'article qui a été utilisé. Donc, vous avez aussi la possibilité raffiner le calcul en spécifiant un article d'inventaire ou un masque de saisie qui correspond à l'article d'inventaire. Ma période, bon, évidemment, on a besoin d'une période. J'ai ici sur C3. J'ai l'établissement. Si j'ai besoin de filtrer par établissement. Rappel, quand on parle d'établissement, c'est ce qui est ici. Donc, ça peut être une société qui ne contient pas d'établissement ou plusieurs établissements. Donc, on a la possibilité de filtrer si vous avez des projets qui sont multi-établissements. Et puis, le dernier argument, utiliser devise affaires. Donc, si on n'indique rien, le système va utiliser la devise fonctionnelle de votre société, généralement euros pour nos amis en France qui utilisent CGDXRP Flex et puis le dollar canadien pour les sociétés qui sont établies au Canada. Vous pourriez cependant avoir des affaires ou des projets dans une devise étrangère. Donc, vous faites affaire en Angleterre ou aux États-Unis, puis vous désirez comptabiliser absolument tout dans le projet, dans la devise du pays où l'affaire a lieu. Vous pouvez le faire. Et puis, au niveau du reporting, on pourrait indiquer vrai ici, tout simplement. Je vais effacer. Et puis, bon, on est prêt. Je vais faire OK. Je vais formater. Ici, en comptabilité. Et puis, on ne fera pas de chicane aujourd'hui. Je ne mettrai pas de symbole monétaire. Donc, voyez ça comme des euros, du dollar canadien, du dollar américain ou des roupies. On a un montant ici qui correspond à notre revenu. Bon, si vous vous rappelez, quand on a monté notre balance comptable, j'ai simplement pris la même fonction puis je l'ai appliquée aux autres cellules. On va faire la même chose ici. J'ai déjà figé mes références, ce qui fait qu'en copiant et en collant ma fonction sur mes autres cellules, Excel va
lui-même être capable d'ajuster les références. Donc, si on regarde maintenant, je fais toujours référence à l'affaire en C2 et maintenant, je fais référence au regroupement qui est à la colonne A. Donc, tout a bien suivi. On voit que les montants sont bien présentés. On va ajouter un sous-total ici, donc de mes dépenses, la somme. Puis, je vais mettre une formule ici pour calculer mon profit ou ma perte. Je vais faire mes revenus moins mes dépenses, qui va me montrer un profit de 1,4 million. Bon, il manque un peu de formatage ici. Ajoutons des bordures pour rendre ça plus intéressant. Les Américains disent « sex and sizzle ». Je pense que c'est approprié ici là, pour avoir quelque chose qui paraît bien. On va faire en gras. Je peux faire en gras ici. En gras ici, mes revenus. Et puis, la colonne A où j'ai indiqué mes regroupements de comptes, une fois qu'on a mis la configuration, on peut masquer la cellule. Donc, je vous propose deux façons. Vous allez remarquer que dans beaucoup de notre reporting, de nos exemples, c'est ce qu'on utilise. En fait, on va soit faire un clic de droit et puis masquer complètement la colonne. Donc, vous voyez ici que ça commence à B. Et puis, on peut aussi simplement sélectionner la plage à masquer et aller dans la section « Données » et cliquer sur « Grouper ». Donc, on se retrouve avec un affichage en plan. Puis, on peut facilement ouvrir ou fermer le regroupement. OK? Je vous montre une autre fonction utilitaire qui me permet d'avoir le nom d'une affaire. Ici, j'ai 1002 Hôtel. Bon, on se rappelle que c'est un projet de construction de condominium, mais je pourrais aussi utiliser la fonction description pour obtenir le libellé ou la description de l'affaire. Très facile, comme toujours, le nom de ma connexion, qui est démo. On le voit ici aussi dans l'affichage, que j'ai une connexion qui s'appelle démo. Puis le code de mon affaire, je l'ai à C2. Enter. Puis on va voir le nom de mon affaire ici qui va s'afficher. Bon, je vous rappelle que vous êtes sous Excel, vous avez toujours accès à l'ensemble des fonctionnalités. Si vous désirez créer un graphique, vous pouvez le faire facilement. Je vous donne un exemple ici. Je vais sélectionner mes dépenses. Je vais cliquer Insertion, graphique, et puis on va faire des secteurs. Bon, allons-y pour des secteurs 3D. Ici, ça va être quelque chose d'assez beau. Donc, dépenses par regroupement. Donc, ici, on voit que c'est les sous-contractants qui ont accaparé la majorité de mes coûts. Sauvegardons. On va appeler ça formation Velixo, gestion des affaires. Enregistrer. Connecter à nouveau. Voilà. À ce stade-ci, on peut partager le fichier Excel, le classeur Excel au sein de l'organisation et puis quiconque a un accès à XRPFlex ou à Kumatica pourra se connecter et puis actualiser le fichier Excel qui vient d'être construit par le biais de la barre d'outils Velixo que vous retrouvez sur Excel. L'actualisation se fait en cliquant sur le petit bouton ici « Actualiser tout ». Ça prend quelques secondes. Et puis, on voit les dernières informations qui proviennent de votre système ERP. J'en profite pour prendre une minute pour vous expliquer la différence entre l'actualisation intelligente et l'actualisation complète. Premièrement, je précise que lorsque vous cliquez simplement sur « Actualiser tout », sur le gros bouton qui est ici, on effectue une actualisation intelligente. Donc, qu'est-ce que l'actualisation intelligente? Derrière Velixo se trouve une petite base de données qu'on utilise comme mémoire cache. Cette base de données est complètement transparente, invisible aux utilisateurs du système, mais c'est cette base de données qui nous permet de rafraîchir l'information aussi rapidement. Donc, quand je change de code d'affaires et puis que j'appuie sur Enter, vous voyez que c'est quasi instantané. Puis quand j'appuie sur « Actualiser » ici, ça prend... bon, oups, j'ai annulé accidentellement. On va refaire. Quand j'appuie sur « Actualiser »,
vous voyez que c'est très rapide, même s'il y a potentiellement des centaines de milliers de transactions au niveau de votre environnement Acumatica ou XRP Flex. Donc, l'actualisation intelligente tire profit de l'information qu'on a déjà enregistrée sur votre cache local. Au moment d'actualiser, si je fais une actualisation intelligente, je vais demander à votre système ERP les informations qui ont été ajoutées ou modifiées depuis la dernière actualisation. Donc, évidemment, si vous avez plusieurs années d'historique, normalement, vous ne devriez pas être en train de faire des modifications d'affaires ou de transactions qui datent de 4 ou 5 ans. Vous devriez être en train de travailler sur des projets ou des affaires en cours. Au niveau de l'actualisation, c'est très peu d'informations qui vont devoir être récupérées. Donc, c'est ce qui permet à Velixo d'être aussi rapide au niveau de l'actualisation. Pour ceux qui seraient intéressés à savoir où se trouve cette mémoire cache, c'est un répertoire dans votre profil utilisateur. Si j'ouvre ici, en fait, c'est Local App Data. Je pense que la variable d'environnement est exactement la même en français. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est localisé sur Windows. Donc, % Local App Data, %, qui va vous amener dans un répertoire de votre profil et puis un dossier Velixo. Cache. Au niveau de la cache, on retrouve un fichier .bin pour chacun des environnements qui sont mis en cache. C'est quelque chose qui n'est pas très gros, OK? Mes versions les plus extrêmes ont tout au plus 250 MB et puis je vous dis que c'est vraiment, vraiment une grosse base de données. Mais reste que même si la cache est purgée ou effacée, je vais vous le montrer. En fait, je vais effacer littéralement ma cache actuelle. Ce n'est pas quelque chose qui va affecter le bon fonctionnement de Velixo. Je vais actualiser, puis le système va me faire une actualisation complète qui va être quand même très, très rapide dans ce cas-ci parce qu'on parle d'une base de données qui n'est pas énorme. Je tenais à le préciser parce que c'est une question qui revient quand même fréquemment. Et puis, je tiens à ce que les utilisateurs comprennent bien la différence entre une actualisation intelligente et une actualisation complète. En temps normal, il n'y a aucune raison de faire l'actualisation complète. Vous devriez simplement faire l'actualisation intelligente en cliquant sur le bouton « Actualiser tout » qui est juste ici en haut à gauche, et puis le système va faire l'actualisation intelligente. Quels sont les scénarios où une actualisation complète pourrait être requise? Je vous en donne un, des changements au niveau de la sécurité ou de la configuration de votre compte utilisateur. Si vous utilisez des groupes de restrictions et puis que votre configuration a changé, vous devez faire une actualisation complète pour avoir les dernières informations. Même chose si vous faites des changements majeurs au niveau de la configuration du plan comptable ou de la configuration du module Affaires. Et puis finalement, s'il y a eu des corrections qui ont été faites au niveau de la base de données d'XRP Flex ou d'Acumatica directement, sans passer par l'environnement. Donc, c'est des cas exceptionnels où c'est quelque chose qui pourrait être requis. Mais bon, ça ne fait pas de mal non plus. Ça prend simplement plus de temps si vous avez une base de données qui est plus grosse. Donc, on a vu un peu ici comment on peut créer un reporting au niveau de la gestion des affaires. Je vais effacer mon petit graphique qui est à la droite pour vous montrer un peu comme on a fait là, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pardon, qu'on peut copier-coller. Donc, si on va avoir 2 ou 3 affaires côte à côte, on peut le faire. Je vais juste en prendre un troisième ici. 0,7. Là. Voilà. Donc, on a la même flexibilité. Et puis, bon, vous avez vraiment par la suite énormément d'exemples qui sont disponibles sur le site de Velixo au niveau de gestion des affaires. Je vous en montre un que j'ai ici. Project Report Sample Pack. Bon, celui-ci est relié à un environnement de démo d'Acumatica, mais pour mes chers clients et partenaires Cégide, ça me ferait plaisir d'adapter, si vous avez un environnement avec assez de données, d'adapter les exemples à ce qui se fait chez vous. Mais bon, ça va me permettre d'illustrer quand même certaines des possibilités du produit en ce qui a trait à la gestion des affaires. Premier onglet ici, c'est un tableau de bord qui me montre mes principaux projets par montant.
par état du projet et puis en fonction de la profitabilité, on peut voir par trimestre comment évolue la profitabilité des différents projets. Donc, on a ici des graphiques standards Excel qui sont alimentés par de l'information qu'on retrouve dans les différents onglets de mon classe. Le deuxième onglet, c'est un portefeuille de projets qui me liste différents projets qui sont assignés à un gestionnaire. Donc, on a le concept de liste déroulante ici, qui me permet de voir par gestionnaire de projet une liste. Ici, un instant. Pour chaque projet, on utilise les différentes fonctions que je vous ai présentées tantôt pour récupérer que ce soit un budget, des montants réels ou même des heures. Donc, c'est le même fonctionnement. En fait, pour les heures, ça peut peut-être valoir la peine que je vous montre ici. On a la main-d'œuvre, mais j'aimerais avoir peut-être une petite colonne supplémentaire pour chaque projet. En fait, mettons-le ici au niveau de la section dépenses. On peut ajouter heure totale. On va utiliser la même chose, donc le labor, mais au lieu d'utiliser ending amount, on va utiliser une autre fonction qui est intégrée à Velixo, qui est ending quantity. Bon, je vais faire le changement. C'est absolument identique. La seule chose qu'on fait, c'est utiliser le mot quantité, quantity, au lieu de amount. Là, vous allez voir, on voit maintenant des heures qui sont affichées. Donc, on voit 4000 heures au total pour ce projet-là, 530 pour l'hôtel et condominium, et puis Palm Estates, 908 heures. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est remplacer le mot amount par quantity. Et puis, on voit maintenant les heures totales qui ont été engagées pour chacune des affaires qui sont présentées ici sur mon classeur. Donc, c'est ce qu'on voit dans mon exemple ici à droite. Les deux colonnes, on voit ce qui a été budgété et on voit ce qui a été utilisé réellement. Je vous montre un dernier exemple qui est un rapport de coût détaillé pour un projet. Tantôt, je vous ai montré qu'on avait la possibilité d'y aller par code de coût. On peut y aller aussi par phase, mais on voit que pour un projet de données, on a beaucoup de granularité. Vous voyez ici que tout est éclaté en fonction là, des différents éléments du projet. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. La seule limite, finalement, c'est la façon dont votre environnement a été configuré, comment vos affaires sont définies sous XRP Flex ou chez Acumatica. Et puis, avec Velixo, vous allez avoir vraiment la possibilité de récupérer l'information très facilement en utilisant les différentes fonctions qu'on met à votre disposition. Parfait. Donc, jusqu'à présent, on a regardé la possibilité de récupérer les montants réels, les quantités d'heures réelles. J'aimerais poursuivre en vous présentant la partie budget. Donc, pour la partie budget, ce que je vais faire, c'est effacer mes deux colonnes supplémentaires qui sont ici. Et puis, je vais mettre une en-tête supplémentaire. Je vais écrire réel. Et puis, je vais mettre budgété. Et je vais mettre écart. Allons-y avec un petit formatage. Allons-y en bleu. Je vais mettre le texte en gris et gras. Parfait. Pour le budgété, donc en fait, pour nous simplifier la vie, ce que je vais faire, c'est copier. En fait, non, je ne pourrais pas copier-coller parce que je fais référence à ça ici. En fait, on va recommencer, on va le taper. C'est quand même très simple, vous allez voir. Je vais écrire égal project budget amount. Et puis simplement suivre les instructions. Donc, encore une fois, vous ne connaissez pas le nom des fonctions, vous avez le bouton « Insérer une fonction » et vous pouvez sinon simplement taper quelques lettres, budget,
On va budget, puis bon, le premier résultat, c'est une fonction qui calcule les montants budgétés. Assez simple. Donc, démo, mon affaire est ici, à C2. Je n'ai pas de phase. Mon regroupement de comptes est à A7. Vous allez constater que pour le budget, je n'ai pas de date. Donc, le budget, c'est pour l'ensemble de l'affaire ou du projet. Donc, c'est pour ça qu'on ne me demande pas d'indiquer une période financière. Je peux fermer. Je vais simplement copier mon formatage ici. Excellent. Donc, allons-y avec la même chose pour mes autres. Mais là, oups, on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tantôt, on parlait de figer les références. Si on regarde ma fonction Project Budget Amount, j'ai figé simplement la colonne C, mais je n'ai pas figé la rangée. En fait, c'est l'inverse que j'aurais voulu faire ici. C'est figer la rangée 2. On va refaire, puis on va copier ma formule à nouveau. Puis maintenant, ça va fonctionner. Parfait. Donc, j'ai mon budget. Pour mes heures, on a besoin de la quantité et pas du montant. Donc, je vais changer le nom de la fonction. Puis profit-perte, c'est ici. Donc, on voit actuellement qu'on avait budgété un profit de 600 000. On a une perte de 26 000. C'est possiblement parce que le projet n'est pas terminé. Il nous reste des revenus à facturer. On voit ici que les revenus sont vraiment plus bas. Je vais mettre l'écart. Donc, C moins D. Ici. La même chose. Donc, voilà. Donc, on a réel, budgété, écart. Puis, si on va changer notre code de projet par Enter, vous allez voir la même chose ici qui s'affiche. Donc, comme vous le voyez, les fonctions sont très similaires à ce qu'on retrouve au niveau de la partie finance. La différence majeure étant la façon dont on va filtrer l'information. On travaille avec des regroupements de comptes au lieu de travailler avec des codes de compte. Puis on a la possibilité de filtrer par phase, par code de coût et puis par article d'inventaire. Je termine en vous mentionnant qu'on supporte aussi les prévisions au niveau des projets. Donc, on a budget, mais on a aussi, si je regarde, forecast amount, qui concerne les prévisions d'un projet. Quand on récupère une prévision, on peut spécifier une période. Donc, le module de prévision d'affaires vous permet d'avoir un budget qui est par période financière. Donc, on pourrait faire un comparatif pour les 3 premiers mois du projet réel versus prévision ou pour l'ensemble du projet. On peut même avoir plusieurs révisions de la prévision. Et dans Velixo, vous allez retrouver des fonctions qui vous permettent de récupérer ces informations. Donc, ceci termine la présentation au niveau du module prévision d'affaires. On va continuer avec le module requêteur, qui est, à mon avis, une des fonctionnalités les plus puissantes de Velixo, parce que les fonctions du module requêteur vous permettent d'accéder à n'importe quelle information qui se retrouve dans votre base de données. Et puis, pour illustrer cette fonctionnalité, je vais commencer par vous présenter ce qu'est une requête générique ou le module requêteur qui est inclus à votre environnement XRP Flex et Acumatica. Donc, permettez-moi d'ouvrir ici mon navigateur et puis d'accéder à XRP Flex. Et puis, on va aller ensemble dans la section facture et ajustement. Donc, au niveau du module fournisseur ou payable, on va ouvrir pour voir une liste de factures. Ça prend quelques secondes. Voilà. Donc, on a ici notre liste de factures et ajustements. Ce genre de liste, vous en retrouvez
Un peu partout dans l'application. En fait, j'ai fait une présentation la semaine dernière à Vegas lors de la conférence Acumatica, la Acumatica Summit. Et puis, j'ai sorti le total parce que je voulais expliquer un peu là, le fonctionnement et les possibilités. Il y en a plus de 400 qui sont incluses dans l'application. Puis, les particularités de ces listes, c'est qu'elles vous permettent de rapidement de trier l'information. Donc, on peut trier par date au niveau d'une colonne. On peut filtrer par statut. Donc, si je veux ce qui est ouvert seulement, je peux filtrer. J'ai la possibilité de réorganiser l'ordre de présentation des colonnes. Donc, je veux mon libellé avant le montant, je peux le faire. J'ai la possibilité d'afficher ou de masquer des colonnes par le biais du sélecteur de colonnes ici. Il devrait apparaître imminemment. Voilà. Donc, j'ai la possibilité d'afficher ou de masquer certaines colonnes. On voit ici l'escompte et le solde. Je peux ajouter en utilisant la flèche ou en double-cliquant. J'ai la possibilité de faire une recherche. Donc, allons-y pour America. On va voir une transaction à Bank of America. Et puis, j'ai finalement la possibilité de personnaliser ou de modifier complètement la requête. Donc, si je clique ici sur le bouton personnalisation et puis je choisis de modifier, ça va m'amener à l'environnement qui me permet de modifier absolument tout au niveau du fonctionnement de la requête et même créer mes propres requêtes. Donc, vous avez un accès complet à la base de données qui est derrière Acumatica et CGLXRP Flex. Puis vous pouvez, grâce aux outils du module requêteur, bâtir vos propres requêtes. Donc, c'est un truc qui est super puissant. Ça vous donne un accès quasi complet comme si vous étiez un programmeur, mais en réalité, c'est un système ou un module qui demeure assez simple. On a la possibilité de définir les conditions, le regroupement, l'ordre de tri, et puis d'ajouter n'importe quelle colonne, incluant des colonnes sur mesure, des champs personnalisés, par le biais de la grille de résultats. Donc, pour les gens qui sont déjà familiers avec le module requêteur, c'est quelque chose qui est certainement très apprécié. Pour ceux qui sont moins à l'aise au niveau là, de la configuration des requêtes de la base de données, je vais juste vous montrer un petit truc ici. Dans la grille de résultats, vous avez la possibilité d'ajouter une ligne, puis de faire référence à des informations qui sont déjà présentes dans les différents écrans ou tables qui sont incluses. Donc, ici, j'ai ma facture fournisseur. Je peux voir la totalité de mes champs, même ceux qui n'étaient pas dans la liste originale. Puis, si vous en avez des nouveaux que vous avez créés, des champs définis par l'utilisateur, vous pourriez les ajouter ici facilement. Bon, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez récupérer ou utiliser ces requêtes à partir de Velixo. Bon, évidemment, vous avez vu, là, il y a un bouton Exporter vers Excel. Mais si je fais l'exportation, ça va me donner un fichier qui est statique, qui contient uniquement les informations qui sont là, sans possibilité d'actualiser avec des filtres ou des paramètres. Je vais retourner dans ma modification. Il y a une case à cocher très importante ici que vous allez utiliser pour Velixo, c'est exposé par OData. Donc, en fait, c'est ce qui rend l'accès à cette requête possible à partir de Velixo et de certains autres outils qui supportent OData. Donc, je vais en mentionner un qui est très connu, Power BI de Microsoft, et puis Tableau, qui sont des outils d'intelligence d'affaires qui vont aussi fonctionner par OData. Avec Velixo, ce qu'on va avoir besoin une fois qu'on a coché cette case, c'est le titre de la requête, ici. Pour la simplicité, on peut simplement le copier et puis aller sous Excel pour y faire référence. En fait, donnez-moi une seconde, je vais me connecter à mon fichier. Parce qu'ici, on est sur un autre environnement. Je vais ouvrir celui-ci.
En passant, je suis très content de voir que vous êtes en grand nombre aujourd'hui. J'espère que vous appréciez aussi la présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'ai fourni les infos de contact, mais vraiment, mon but, c'est de m'assurer que vous maximisez votre expérience avec le produit. Donc, n'hésitez pas si je peux faire quoi que ce soit. Et puis, les membres de mon équipe aussi se font toujours un grand plaisir d'aider nos clients et nos partenaires. Ça prend un peu de temps. Je pense que mon environnement est un peu engourdi. Il fait très froid à Montréal. C'est peut-être pour ça. Normalement, là, c'est instantané, mais ça ne devrait pas être très, très long. On va être connecté ici. Voilà. Parfait. Donc, je vais prendre un fichier qui est déjà connecté à mon environnement XRP Flex. Si vous vous rappelez, j'ai copié le titre de la requête. Je vais aller dans une nouvelle feuille de mon classeur et puis utiliser une des fonctions du module requêteur. En fait, je peux la taper, je la connais moi-même, mais je vais encore une fois utiliser le petit bouton ici, insérer une fonction. C'est de loin la façon la plus facile d'apprendre à utiliser nos fonctions. Je vais ouvrir la catégorie Velixo, requêteur. La fonction qu'on va utiliser, enfin, on va utiliser deux fonctions principalement aujourd'hui, GI et GI Filter. GI, c'est Generic Inquiry, donc ce qui correspond au module requêteur. Je vais faire OK. Je vais indiquer mon nom de connexion. En fait, j'ai oublié, je pense que ma connexion s'appelle Cegid. Oui, Cegid. Le nom de ma requête, je vais coller. Je vais aller la chercher tantôt. Puis par la suite, j'ai la possibilité de filtrer l'information, ce qu'on va faire plus tard. J'ai la possibilité de spécifier les champs à sélectionner. Encore une fois, c'est optionnel, je vais le faire. Puis finalement, j'ai une option qui me permet d'inclure ou non les en-têtes de colonne. C'est vrai par défaut, on va laisser tel quel. Donc, très simple, comme vous voyez, le nom de ma connexion et le nom de ma requête. Je vais faire OK. Et puis voilà, l'information est déjà affichée. Comme vous voyez, il y a beaucoup, même trop d'informations. Donc, par défaut, on retrouve absolument tout ce qui est inclus dans la requête, incluant certains champs clés qui ne sont pas nécessairement dans votre requête, mais qui sont retournés par CJDXRP Flex ou Acumatica. Je vois qu'il y a une question ici de Pascal. Pascal, je ne sais pas si tu veux utiliser le chat ou poser ta question directement. C'est sur muet. Voilà. Non, non, c'était pour meubler, pour apporter, mais comme on avait dit à Las Vegas, tu me fileras 5 minutes à la fin et j'expliquerai certaines choses. Parfait. Oui, merci du rappel, Pascal. C'est vraiment gentil. Oui, j'avais besoin de meubler. Il y avait un délai un peu long. Mais parfait, on va continuer. Je ne t'oublie pas. Ouais. Je te garde 5 minutes à la fin. C'est très apprécié en passant, Pascal. Puis ça m'a fait grand plaisir de te voir. Et puis, je viens d'apprendre qu'on va avoir un autre événement en avril chez vous. Ah, Donc, la date reste à super. confirmer, mais je vais y être. Ok. Parfait. Donc, continuons. On voit les en-têtes de colonne ici. Beaucoup trop d'informations, évidemment. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'entête ici pour identifier les cellules à inclure. Vous voyez que malgré le fait que je suis connecté sur un environnement CG d'XRP Flex en français, que mes noms de colonnes sont en anglais. C'est les noms qui ont été définis à l'interne au niveau de ma requête. En fait, c'est le libellé. Ici, si je retourne dans le module requêteur et puis je vais dans la grille de résultats, on a le libellé ici. Le libellé, si vous l'indiquez en français comme date comptable, il va se retrouver en français ici. On devrait avoir date comptable quelque part. Est-ce que j'ai date comptable? En fait, même pas. En fait, le libellé a été mis en français. Ici, en anglais, c'est posting date qu'on verrait. Puis si vous le laissez vide, c'est le libellé anglais original qui va être utilisé par l'environnement. Ceci étant dit, on va mettre nos propres libellés, donc ce n'est pas quelque chose là, qui est problématique. Je vais utiliser le nom des colonnes ici et le paramètre sélection pour
indiquer ce que je veux. Donc, je veux ma colonne type, je veux mon numéro de référence, je veux le nom de mon fournisseur, donc la troisième colonne ici. Je veux la date. En fait, je veux aussi le nom. Comme vous voyez, on peut mettre un ordre différent de l'ordre par défaut. Je vais mettre la description. Je vais mettre le montant. Et puis, est-ce que j'ai le solde quelque part? Balance. Je vais mettre le solde quelque part. Donc, je peux mettre moi-même les colonnes. Puis par la suite, je peux effacer, littéralement, l'entête. Donc, on va mettre faux à inclure en tête. Ce qui va me permettre moi-même d'utiliser l'entête que je désire. Donc, allons-y. Colonne D. Je vais mettre type, numéro, code, nom fournisseur, la date, la description, le montant et le solde. Voilà. Comme vous pouvez constater, le formatage est incomplet, en particulier pour la date. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la représentation numérique de la date. Puis Excel ne nous permet malheureusement pas de spécifier un formatage, donc c'est à vous, une fois avoir récupéré la requête, d'aller indiquer au niveau du ruban ou de la barre d'outils accueil que c'est une information qui doit être formatée en date. Donc, j'ai la date courte ici. Actuellement, bon, c'est le format américain là, qui a été présenté. En fonction de vos paramètres régionaux, vous allez obtenir le bon format. Faisons la même chose ici pour mon format monétaire. Puis on peut aligner à droite. Parfait. Donc, on a maintenant une requête qui me montre la totalité de mes factures fournisseurs. Il n'y a aucun filtre à ce stade-ci et puis aucun tri, c'est l'information brute. Tout ce qu'on a changé, c'est les entêtes et puis de restreindre un certain nombre de colonnes. Donc, je vais faire mon actualisation. Puis vous allez voir que mon compte de résultat qui est ici, et puis ma feuille, qu'on va renommer par le fait même à facture fournisseur. L'information va s'actualiser, voilà, en quelques secondes. Vous vous rappelez tantôt que j'ai parlé d'actualisation intelligente et puis d'actualisation complète. On offre la même chose au niveau des requêtes. Cependant, pour vos requêtes personnalisées, vous devez vous-même configurer l'actualisation intelligente. Si vous n'activez pas cette configuration par le biais des options, le système va toujours faire une actualisation complète de vos requêtes qui proviennent du module requêteur. C'est une fonctionnalité qui est un petit peu plus avancée, donc ça nécessite une compréhension qui est assez bonne du modèle de données pour pouvoir utiliser efficacement. Je vais le faire pour vous ici. On a une requête qui est quand même assez simple et puis je pense que j'ai déjà l'information qui est nécessaire pour le faire. Je vais ouvrir Options, puis vous allez voir que la requête qu'on utilise, elle apparaît dans l'écran Options. Je vais double-cliquer, puis je vais cliquer Actualisation intelligente. Pour utiliser l'actualisation intelligente, j'ai besoin d'un champ qui m'indique la date de dernière modification. Sur beaucoup des requêtes qui sont incluses dans votre environnement, où je vous mentionnais là, que vous avez besoin d'avoir une compréhension un petit peu plus poussée, c'est au niveau des champs clés. Donc, qu'est-ce que j'entends par champ clé? J'entends les champs qui définissent ou identifient de façon unique chacun des enregistrements. Dans ce cas-ci, en fait, la façon la plus simple de le voir, c'est de penser au numéro. Le numéro de document est unique. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous avez la possibilité au moment de configurer XRP Flex d'utiliser une numérotation qui est différente en fonction du type de document. Donc, on pourrait avoir à la fois une facture et puis un avoir fournisseur avec le même numéro. Donc, c'est important de bien comprendre les nuances au moment de configurer l'actualisation intelligente parce que ça ne fonctionnera tout simplement pas. Vous allez avoir une erreur si vous vous retrouvez avec des données dupliquées en raison d'une mauvaise configuration des champs clés. Ici, dans mon cas, c'est assez simple et clair, c'est le type et le numéro. Et puis, en cliquant sur le bouton ici, vous allez même voir que le système vous suggère certains champs.
Donc, on voit 2 fois type 2, reference number 2. Bon, ça, c'est de l'information qui est suggérée. Ce n'est pas tout le temps la bonne, mais ici, ça s'avère être les bonnes informations. J'ai simplement besoin du type et du numéro de référence. Les 2 autres sont redondants. On ne va pas le faire. Je vais faire type, référence number, faire OK. Puis à partir de ce moment-là, je vais avoir l'actualisation intelligente qui va être activée pour ma requête. Vous voyez, là, il y a un dernier chargement qui va se faire. Par la suite, si je fais une actualisation, ça va être une actualisation intelligente. Ah ben voilà, il s'est passé quelque chose. Last modified date time. Bon, donc il semble que je n'ai pas utilisé le bon champ. En fait, quand je vous disais que c'est un petit peu plus avancé, là, je comprends exactement ce qui s'est passé ici. Mon champ Last modified date time, en fait, il est sur AP Register. Je pense que je devrais utiliser AP Invoice. Est-ce que c'est AP Invoice à la place? Voir ce que ça donne si je fais ça ici. Voilà. Bon, cette fois-ci, ça fonctionne. Je vous explique un peu l'enjeu. Il y a différentes tables qui sont incluses dans la requête, et puis avec un champ qui se retrouve dans 2 tables, et puis une petite problématique à l'interne qui fait que le système n'arrivait pas à retrouver le bon champ. Donc, c'est quelque chose que je connais parce que je travaille avec le système depuis plusieurs années, mais c'est un peu ce que je vous disais, dans certains cas, ça peut être plus difficile, mais bon, c'est un bon exemple où notre équipe peut vous aider, vous accompagner si jamais vous avez besoin, pour des raisons de performance, d'activer l'actualisation intelligente et puis que vous n'y arrivez pas. On pourra le faire avec vous avec grand plaisir. L'autre chose que je veux vous présenter, c'est la possibilité de filtrer l'information. Donc, on retrouve maintenant, on a maintenant toute une liste. Puis là, dans mon cas, moi, j'aimerais avoir seulement les informations pour un code de fournisseur bien précis. Donc, j'aimerais faire un filtre. On va y aller en premier lieu par code de fournisseur. Puis, j'aimerais pouvoir filtrer l'information. Donc, je vais prendre ici, je vais noter juste à côté 2 codes. On va en mettre plus qu'un. Coller en valeur. Prendre celui-ci, la croix bleue. Et puis, j'ai le centre des impôts. Voilà, le centre des impôts qui est ici. Allons-y. Donc, je vais y aller en premier. On va filtrer par, pas par pour le premier, la croix bleue. Code de fournisseur. Parfait. Mon filtre, je vais le mettre sur la 2e ligne. Je vais vous le présenter. En fait, le filtre, normalement, c'est quelque chose qui va être masqué. Vous n'allez pas garder le filtre visible au niveau de, de votre reporting. Le filtre, si on retourne à notre fonction GI, vous le retrouvez ici. Si on regarde au niveau de la documentation de la fonction, on indique que le filtre doit être indiqué dans la syntaxe de requête OData. OData, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de requête qui a été développé principalement pour le web. C'est un standard qui est supporté par Acumatica et différents produits. On peut trouver, sur Internet, si je cherche le standard OData, comment ça marche? Je suis certain qu'on va trouver quelque chose ici. Comment ça marche? Bon, là, je suis sur Bing, qui évidemment ne performe jamais très bien. Allons-y sur Google. Voilà, OData pour les nuls en 10 minutes chrono. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher. On voit ici SQL, mais pour le web. C'est une excellente description de ce qu'est OData et puis les filtres. Mais bon, tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de connaître OData. Je dis en anglais le ninja OData. Vous n'avez pas besoin d'être un ninja OData parce que Velixo vous fournit une magnifique fonction qui est la fonction GI Filter qui va faire pour vous tout le travail. Comment fonctionne GI Filters? On a besoin de mettre le nom de notre requête. Je vais le reprendre ici tantôt. Donc, égal GI Filter, le nom de ma connexion qui est Cégide, le nom de ma requête, et puis ensuite, très simple, colonne et critères. Puis on peut mettre autant de colonnes et de critères qu'on le désire. Ma colonne, je l'ai utilisée tantôt.
Je vais juste revoir le nom. C'est le code ici qui s'appelle, c'est ma troisième colonne qui s'appelle vendor. Donc, on a besoin d'utiliser le nom interne, la colonne vendor. Je vais mettre vendor. Puis mon critère, je l'ai ici dans le code de fournisseur, la cellule B1. Pas plus compliqué que ça. Si je fais Enter, vous allez voir le filtre aux data. Donc, vendor EQ, mon code. Comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de savoir comment écrire du OData parce que la fonction GIFilter va le faire pour vous. Je vais aller sur ma cellule A5 et faire référence à mon filtre. Et ici. Puis, instantanément, vous allez voir que ma requête va être filtrée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Petite requête. Object reference not set. Allons-y. Je vais prendre une capture d'écran. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu. Et je vais désactiver l'actualisation intelligente ici. Je pense que ça a un lien avec ce qui s'est passé tantôt. Puis j'y reviendrai. On va remettre en actualisation complète. De toute façon, on a un volume de données qui est faible. L'actualisation intelligente va être pratique pour des requêtes massives et puis dans des contextes où vous avez finalement peu d'informations qui est modifiée ou ajoutée entre chaque actualisation. Mais ici, bon, on a comme une quinzaine de documents. Donc, j'ai mon code fournisseur, mon filtre, puis l'information qui apparaît. Donc, je pourrais désormais changer mon code de fournisseur. Je vais mettre 17, puis sur Enter. Puis vous allez voir l'information apparaître pour le fournisseur Centre des impôts. Vous avez besoin de plusieurs onglets. Vous pourrez mettre un onglet qui s'appelle Impôts, puis ensuite copier dans mon fichier. Je vais en faire un deuxième ici que je vais appeler pas bleu. Donc, on a la possibilité d'en avoir plusieurs ici au niveau du classeur et puis toutes les informations vont s'actualiser au moment de cliquer sur « Actualiser » dans la barre d'outils Velixo. Le filtre va être traité par votre serveur, donc XRPFlex ou Acumatica. Si vous aviez 1 million de factures et puis on récupère seulement un fournisseur, on va seulement traiter et puis transmettre l'information qui concerne les documents qui sont ici. Dans certains scénarios, ça peut être utile d'avoir plusieurs requêtes GI, donc des dizaines, des centaines dans un même classeur. Puis dans ces cas-ci, il pourrait être souhaitable de faire le filtre localement plutôt que de le faire sur votre serveur, donc pour éviter de surcharger l'environnement. C'est quelque chose qui est pratique si vous avez un volume de données qui est relativement faible, mais avec un grand nombre de filtres, un grand nombre de requêtes qui vont filtrer sur ces données. Quelque chose qui se configure au niveau des options, au même endroit où j'ai fait tantôt la configuration de l'actualisation intelligente. Vous avez ici une petite case à cocher. Chargez toujours l'intégralité de la requête et filtrez les données localement. Donc, je vous mentionne que ça existe. Dans certains cas, ça peut être utile. Normalement, si vous avez un reporting comme on fait actuellement, il n'y a pas de raison de l'activer, mais je tenais à vous le montrer. Là, c'est au niveau des options ici. Parfait. Donc, on va continuer. Je vous montre deux autres exemples de filtres. On va ajouter un champ supplémentaire. Je vais mettre la date. En fait, on va y aller avec une date précise pour l'instant. On va dire, disons, donne-moi tout ce qui est daté du 31 janvier 2019. On va le mettre ici. Je vais retourner. Donc, je suis allé voir au préalable le nom de mon champ, Posting Date. Je vais continuer. Je vais mettre Posting Date. Puis, je vais mettre ma date, qui est ici. Voilà. Oh, on voit qu'il n'y a rien ici qui a été retourné. Donc, est-ce que j'avais bien quelque chose au 31 janvier 2019? Oui, on a. Là, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui est l'erreur ici? Ah, bon, on a le même problème ici qu'on avait tantôt. Je pense qu'il y a quelque chose avec la requête. C'est pas, j'ai pris une requête standard. On va voir encore une fois
Le système n'aime pas du tout quand je filtre sur les informations qui proviennent de AP Register. C'est vraiment... C'est même écrit AP Register Delete. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, c'est quelque chose qui semble spécifique à Cegid, mais allons-y avec AP Invoice à la place. Ici, j'ai DocDate. DocDate, on va y aller. Ça devrait fonctionner maintenant. Actualiser. Voilà, ça va fonctionner. On le voit, donc on voit une facture qui apparaît en date du 31 janvier 2019. Vous auriez aussi la possibilité de filtrer avec une plage de données. Donc, on peut modifier le champ ici, puis je peux mettre plus grand ou égal à ma date. Comme vous voyez, le système va me filtrer, me présenter tout ce qui est plus grand ou égal à la date qui est indiquée. Donc, ça ouvre la porte à différentes manipulations. Je pourrais mettre un du haut. Donc, allons ici du 31 janvier 2019 au 31 mars 2019. Puis, dans ma requête, je peux moi-même mettre le plus grand ou égal et mettre le plus petit ou égal. Directement. Donc, pour l'utilisateur, on va simplement mettre les deux dates et puis mon filtre qui est ici va s'occuper du reste du travail. Je vous rappelle que le filtre ici, je l'affiche simplement pour vous montrer ce que le système fait à l'interne, mais en réalité, là, le filtre, vous pouvez simplement le masquer. Vos utilisateurs ou les gens qui consomment les données du rapport n'ont pas à avoir l'information qui est ici, donc on peut le masquer. Je vous montre un dernier truc avec les filtres et puis ensuite, on continue avec les fonctions GI Lookup. Donc, on a une seule valeur, mais il pourrait arriver des scénarios où vous désirez filtrer puis inclure plusieurs informations, donc plusieurs comptes fournisseurs, plusieurs types de documents. Donc, ici, on va mettre un deuxième code à la droite. Je vais l'appeler facture fournisseur impôt plus facture. On va renommer facture poids bleu plus impôt ensemble. Je vais modifier mon filtre. Ici, où j'ai fait référence précédemment à la cellule B1 uniquement, je vais remplacer ma référence et puis choisir deux cellules, B1 et C1. Donc, je les ai mis en surbrillance et puis vous voyez qu'il y a une plage qui est indiquée. Quand on met une plage, la fonction GI Filter va remplacer ça par une requête ou, enfin, on va mettre des parenthèses, on va dire celui-ci ou celui-là. Donc, faisons Enter, vous allez voir la différence. On voit ici que le filtre au data est indiqué. Donc, c'est beaucoup de travail qui est fait là, derrière pour vous pour retourner l'information qui provient des deux fournisseurs. Je vais mettre une plage de date différente. On n'a pas d'information autrement. Bon, vous voyez qu'on a la croix bleue et le centre des impôts qui sont maintenant inclus. Ça termine ma présentation au niveau de GI Filter GI. Juste mentionner qu'il y a beaucoup de documentation sur le site de Velixo, en anglais pour l'instant uniquement. Si je clique sur GI Filter ici, vous allez voir, ça nous amène à notre documentation, qui est très, très détaillée. Okay? Mais vous avez toujours la possibilité de traduire la documentation. Donc, si vous avez là, est-ce que j'ai ici Translate? Je pense que j'allais désactiver ici pour l'anglais. Est-ce que j'avais... je pense qu'on peut faire sur Google Translate, sinon juste pour vous montrer ici qu'on peut faire une traduction de page, site web, allons-y, site web. Donc, vous pouvez traduire de l'anglais au français ici. Quelque chose qui peut vous aider à comprendre. Donc, tout est documenté au niveau de la fonction. Et puis, je rappelle là, que je me suis engagé lors de la dernière séance à fournir plus de contenu en français sur notre site. C'est quelque chose qui va venir. Mais bon, en attendant, juste vous rappeler que vous avez la possibilité d'utiliser Google Translate pour
l'information qui est déjà sur place. Il y a d'autres scénarios, là, et en fait, on pourrait passer une heure entière à regarder les scénarios au niveau des filtres. On voit ici avec l'astérisque, en fait, je vais peut-être même vous le montrer. Ici, si on met ce qu'on avait avant avec B1, je vais mettre un filtre. En fait, je vais mettre un astérisque ici. On va se retrouver avec tout ce qui commence par F. Donc, c'est une autre possibilité. En fait, ça devrait être beaucoup de fournisseurs. Le système est en train de charger. Vous avez la possibilité d'utiliser l'astérisque pour avoir plusieurs fournisseurs. Donc, ça commence par F et puis une série de 0. C'est quelque chose qui était documenté aussi. Si je mets l'astérisque ici, on a tous les fournisseurs. Dernier point au niveau du module requêteur, la fonction GI lookup. Il peut arriver qu'on ait besoin d'obtenir une information. Je vais le faire ici pour le montant à partir d'un numéro de facture. Donc, on va prendre ici deux trucs. On va prendre le numéro et puis le type et puis le numéro. Je vais me faire un nouveau classeur, un nouvel onglet, pardon. Je vais mettre deux infos, comme ça. Je vais copier. Je vais coller mes valeurs. Je voudrais avoir le montant total. Ici, on a une fonction qui permet de faire des recherches, qui est un peu l'équivalent de la recherche verticale, mais pour les requêtes. Donc, je veux ici le montant à partir du type et du numéro. Donc, le montant, c'est amount, juste vous rappeler. On va reprendre le nom de ma requête ici. GI lookup, Cégide, le nom de ma requête, puis je veux le champ amount en fonction de mes deux champs clés, donc le type de document et le numéro de document. Par Enter. On va voir ici, un instant, je vais mettre en monétaire. Et voilà. L'avantage de GI Lookup, c'est que c'est ultra rapide. C'est optimisé. Vous pourriez avoir des dizaines de milliers de GI Lookup pour une requête. Dans votre classeur, le système va récupérer l'ensemble de la requête et puis ensuite, tout va se faire en mémoire. Donc, il n'y a pas de requête supplémentaire à Acumatica. On le voit ici. C'est très, très rapide. Donc, il y a des scénarios où on peut avoir besoin d'une information supplémentaire qui provient d'une requête et on peut utiliser GI Lookup F, GI Lookup. Il y a une petite variante qui est disponible, GI Lookup F, qui permet aussi d'appliquer un filtre au niveau du serveur. Je ne le présenterai pas ici, je fais simplement vous mentionner que ça existe. C'est pour des scénarios très, très précis, je dirais même exotiques. GI Lookup, généralement, convient. Donc, c'est GI Lookup, le nom de la requête, le champ récupéré et puis les clés. Puis, encore une fois, l'avantage, c'est la rapidité. J'en ai seulement 4, mais si j'en avais 10 000, vous verriez que c'est presque aussi rapide. Parfait. On va retourner à l'agenda ici. Je vais faire certains petits changements, juste pour récapituler qu'est-ce qu'on a. Je vois qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Puis je vais en fait déplacer la partie write back à notre prochaine séance. On n'a pas assez de temps là, pour couvrir efficacement le write back. Je vais en fait terminer aujourd'hui avec les tableaux croisés et puis les possibilités de masquer. Puis on va regarder brièvement les options avancées. Et puis, je vais aussi donner la parole à Pascal à la fin, là, qui voulait prendre quelques minutes. On s'est parlé au summit. Et puis, je tiens à ce que Pascal puisse faire son témoignage d'utilisateur et puis aussi de partenaire France numéro 1 pour l'année. Pascal va finalement vous partager son expérience avec le produit. J'en suis très reconnaissant. Donc, allons-y avec tableau croisé dynamique rapidement. Juste vous mentionner là, que vous avez la possibilité d'utiliser ce qui est récupéré. On va retourner ici, ce qui est récupéré au niveau des factures. OK? Je vais prendre en fait tout ce qui est ici. Vous pouvez prendre l'information et puis créer un tableau croisé dynamique. De façon simple, si je vais sur Insertion et puis je fais insérer tableau croisé, bon, vous allez voir qu'Excel vous donne une plage de données qui correspond à la plage actuelle de votre requête. Ce qui est imparfait, en fait, parce que si on y va ici, donc je vais aller, disons, par nom de fournisseur et puis je vais mettre
le montant. Donc, on peut voir le total par fournisseur. Ce qui va arriver si j'actualise mon classeur et puis que j'ai des nouveaux enregistrements, c'est que la plage ne sera pas agrandie ou redimensionnée automatiquement. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, en fait, il y a deux ou trois solutions possibles. La première, au moment de créer son tableau croisé dynamique, vous pouvez vous-même indiquer une plage qui est beaucoup plus grande, donc aller jusqu'à peut-être 100 000 lignes. Puis en faisant ça, bon, vous allez avoir ici, si on va mettre type, on va mettre le nom du fournisseur, on va mettre le montant, donc on a le total par type de document. Si je fais ça, et puis au moment d'actualiser, le système va correctement, je vais faire Velixo actualiser. Le système va correctement récupérer la bonne plage et puis afficher l'information. Bon, on voit en fait l'actualisation n'est pas terminée. Oui, c'est ça. Attendons. Si j'actualise mon tableau croisé ici, on va voir que l'information s'est actualisée. Le seul bémol avec cette méthode-là, c'est que vous allez voir une ligne qui apparaît ici qui indique vide tout le temps. C'est que la plage est trop grande, donc il y a de l'information vide. On peut la filtrer, l'exclure nous-mêmes au niveau du tableau croisé, Excel. Bon, ça reste une façon simple, mais qui ne tire pas profit complètement là, des fonctions de tableau croisé dynamique d'Excel. Je vais le refaire avec vous ensemble encore une fois. Je vais aller un petit peu rapidement. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique à partir d'une requête du module requêteur, on peut cliquer sur la première cellule, faire insertion, tableau croisé dynamique. Puis ensuite, on peut changer notre plage pour couvrir finalement une plage qui est plus grande que la plage actuelle. Ensuite, on peut bâtir nous-mêmes notre tableau croisé dynamique. Donc, je suis allé, j'ai mis mon nom de fournisseur dans les lignes. J'ai mis le type de document en colonne. Et puis ensuite, j'ai mis le montant au niveau des valeurs. Donc, tableau croisé, c'est un outil qui est très puissant. Ici, j'ai fait par fournisseur, mais on pourrait dire, bon, il va par, allons-y, par date. Donc, année, trimestre, ici, on a la possibilité de grouper de façon différente. On va voir par année, par fournisseur, on peut le faire ici. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique pour afficher l'information. La dernière technique que je vais vous montrer avec les tableaux croisés, c'est la possibilité d'utiliser les plages dynamiques. Donc, pour ceux qui sont sur Office 365, on a la possibilité de faire référence à un tableau entier ici. Je vais le mettre à côté, je vais faire la référence. Si je mets ma première cellule de ma fonction de JR et puis que j'ajoute le dièse, je vais me trouver à faire référence à l'ensemble du tableau. Par contre, ici, on a un petit défi, on n'a pas l'entête. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser, en fait, c'est offset. Bon, en fait, je vais trouver offset en français. Je ne le connais pas, on va le trouver ici. Allons-y avec notre liste. Allons-y, est-ce que j'ai tout? Dans la fonction, probablement recherche et référence. Créer une information sous forme de texte en fonction de numéro de ligne et colonne. Pas assemblage, pas choisir. On va le trouver. Ah, décaler. Oui, c'est ça. On peut décaler la référence. Donc, je peux prendre A7 dièse, mais je peux dire que je veux décaler. Je veux décaler ici d'une ligne de moins. On va commencer une ligne de moins. Vous allez voir que je me retrouve à avoir type. Par contre, si je fais ça, si je fais simplement décaler -1, puis je descends, il va me manquer une ligne. Il va me manquer la dernière. Donc, on peut faire... en fait, j'ai dit ça, mais est-ce que c'est bon? Non, oui, il m'en manque effectivement une. OK, j'ai décalé d'une, mais dans la fonction décaler, je peux changer ma hauteur. Donc, je vais dire, est-ce que c'est ligne de mon tableau, plus 1. Je peux en rajouter une de plus. Et puis, en faisant ça, j'ai la bonne référence. Voilà. Donc, j'ai le bon nombre de lignes. On le voit ici. Pourquoi je vous montre ça ici dans une cellule? C'est simplement pour vous dire qu'on peut aller créer une référence nommée. Donc, je vais prendre ma fonction qui est ici. Je vais tout figer pour être certain que ça fonctionne bien.
Je vais tout figer ici. Je vais aller me créer une référence nommée. Donc, dans Formule, je vais définir un nom. Je vais l'appeler tableau facture. Puis la référence va être ce qu'on a créé tantôt ensemble. Une fois que j'ai un nom qui s'appelle tableau facture, je peux insérer un tableau croisé. Puis dans ma plage, je peux mettre tableau facture comme nom. Est-ce que c'est tableau facture comme ça ici? Bon, un instant, j'ai dit tableau facture, mais je pense que ma référence n'est pas bonne. Au pluriel, tableau facture, pardon. Donc, tableau facture avec un S. En utilisant cette notation, vous allez voir qu'il n'y ait plus la ligne vide que j'avais tantôt, parce que j'ai une référence qui correspond exactement à mon tableau croisé. Et puis, l'avantage avec cette technique, c'est qu'au moment de rafraîchir et puis d'actualiser, si j'ai plus ou moins de lignes, en fait, changeons les dates ici. On va mettre 2019. C'est quelques secondes pour l'actualisation. Si j'ai moins de lignes et puis que j'actualise mon tableau croisé, vous allez voir que tout se rafraîchit efficacement. Cette technique, bon, je vous invite à faire référence aux vidéos. La technique est aussi documentée sur notre site. Si vous cherchez pour les tableaux croisés, vous allez retrouver sur help.velixo.com. Je remets la structure ici bien visible. On a créé une référence avec décalé, le dièse, et puis le nombre de lignes plus 1. C'est grosso modo la technique à utiliser. Puis ensuite, on fait référence à tableau facture dans notre tableau croisé. Donc, on va faire des petits changements ici. Tout ce qui est write back, et puis même là, pour question de temps, tout ce qui est masquage de zéro, on va l'amener. Peut-être qu'on fera une 4e séance, là, je verrai. On a quand même beaucoup de contenu pour la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, pour vendredi. Je ferai peut-être un réaménagement finalement là, de l'horaire et puis ajouter une quatrième et dernière séance pour couvrir ce qui reste. Je vais regarder avec vous les options un instant, juste ici. Les options avancées, donc on va terminer avec ça et puis je vais laisser quelques minutes à Pascal à la fin. Les options avancées, on est allé tantôt brièvement pour configurer l'actualisation intelligente sur notre requête, mais on va y retourner ensemble pour explorer finalement des fonctionnalités additionnelles qui se retrouvent ici au niveau de nos options pour le classeur. Donc, en cliquant sur option, vous voyez, c'est indiqué classeur actuel. Pourquoi? Parce que ces options-là concernent votre classeur. Pas vos options personnelles, mais tous ceux qui utilisent le classeur. Actualiser les données à l'ouverture, assez clair. On ouvre le classeur, Excel se connecte et puis actualise automatiquement. Deuxième option, renvoyer 0 lorsque le compte, la section analytique ou tout autre identifiant n'est pas trouvé. Je vous explique le scénario, c'est pratique. Consolidation, vous avez 5 tenants, 5 sociétés avec une configuration, un plan comptable différent. Vous voulez additionner les données, mais vous ne voulez pas avoir à faire des 6 erreurs, 6 erreurs. Vous pouvez utiliser ça. Si le compte est inexistant dans une des sociétés, Excel vous donne 0, donc on peut additionner plus facilement l'information. Actualiser les sources de données externes et les tableaux croisés dynamiques lors de l'actualisation de ce classeur. C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Si j'ai des tableaux croisés et que l'option est cochée, mes tableaux croisés vont être rafraîchis ou actualisés automatiquement par la suite. Algorithme alternatif pour supprimer les formules. En toute honnêteté, je suis bien embêté de vous décrire ce que c'est. Ça concerne le formatage. On avait là, certains clients qui avaient des options très, très spécifiques. On ne le recommande pas. C'est même mentionné ici, question performance. Signe du compte. Normal ou inversé. Bon, en fait, certains vont pouvoir me dire que ça devrait être l'inverse, que le normal devrait s'appeler inversé, puis inversé devrait s'appeler normal. Si je retourne ici à mon compte de résultats, vous voyez que tous les montants sont en positif. Mes produits, mes charges, c'est toujours des montants positifs. Par contre, au niveau purement comptable, mes produits se retrouveraient normalement au crédit et puis mes charges au débit. Mais le mode par défaut, c'est d'afficher les montants positifs. Si je change et puis je mets les signes inversés, on va se retrouver avec les soldes naturels au grand livre. Donc, mes produits vont devenir en négatif et puis mes charges en positif.
quand vous utilisez le mode inversé, une des grosses différences, c'est que la somme de tous vos comptes, si on exclut bénéfice courant, va donner 0. Puis il y a certaines personnes qui vont préférer avoir ce mode, mais bon, le mode normal, c'est le même que sous XRP Flex. Gestion des lignes vides pour masquer à 0, ça on couvrira lors de la prochaine séance. Il y a un lien ici avec les deux options masquer à 0. Destination de la feuille drill down. Je fais une petite démonstration, classeur actuel ou nouveau classeur. Si je fais un drill down ici sur mes ventes, vous allez voir qu'on a un onglet qui s'ajoute directement dans le classeur. Bon, à la longue, on peut se retrouver avec plusieurs onglets. On a introduit une option ici qui nous permet d'avoir le drill down dans un nouveau classeur. Si je refais la même chose et puis je fais mon drill down, vous allez voir que le drill down va se faire dans un classeur séparé. Donc, on le ferme et puis c'est terminé. On n'a plus besoin de s'en soucier. Sauf erreur, c'est l'option par défaut maintenant. Je vais créer un nouveau classeur. Ouais, non, c'est classeur actuel. J'avais l'impression que c'était nouveau classeur. Mais bon, l'option est là. C'est quelque chose qui vient de suggestion client qui a été ajouté. Pascal, je trouve le micro. Je te laisse clore la séance. Et puis, bon, ben, je vais prendre une petite minute à la fin pour remercier les gens et puis présenter l'agenda de notre séance de vendredi. Pascal, le plancher est à toi. Merci Gabriel. J'en profite pour faire un petit coucou à mon ami JFB, hein, il se reconnaîtra. Bon, déjà, c'est pour vous parler de deux choses par rapport à Velixo, qui était un nouveau produit au sein du groupe Partena également. Puis au sein du groupe Partena, nous étions aussi très habitués puisqu'on était un assez bon partenaire Report One. Donc au début, lorsqu'on a commencé les premiers dossiers, nous avions l'habitude, c'est-à-dire une habitude Report One, c'est-à-dire que peut-être la mise en place de formules, aller chercher des fonctions, ça nous avait un petit peu surpris, hein, comme je suppose vous, sur l'ensemble des éléments. Au fur et à mesure de nos clients installés, on s'est aperçu de deux choses. C'est qu'on n'avait pas besoin de retriturer un ETL comme sur Report One, hein, parce que si je veux mettre des fils, des champs, tout se fait dans Excel. Donc, pour le client, un énorme avantage. C'est-à-dire pas besoin de construire un ETL, tout est dans le produit et une mise en place rapide et, on n'a qu'à former le client. C'est-à-dire pas besoin de prestations supplémentaires pour retriturer un entrepôt de données. On a l'accès direct à travers les formules et ça a été un énorme avantage. Deuxième point très important, et c'est peut-être le plus important, je soulignerai, c'est que ça soit en phase d'avant-vente et en phase, de mise en place après chez les clients, une collaboration avec les collaborateurs et les équipes de Gabriel, qui a des petites équipes vraiment efficaces, sans commune mesure à ce que se font avec les éditeurs. Pour tout vous dire, nous avons non seulement fait des ventes uniquement grâce à Velixo, simplement en avant-vente. On a contacté les personnes de Velixo, notamment Gabriel. On a construit à l'exactitude la demande du client, ce qui a permis de signer aussi bien le XRP Flex que l'option Velixo. C'est-à-dire qu'il y a une proximité et une relation éditeur qui est sans commune mesure avec ce qui se passe chez d'autres éditeurs, et ça, il faut le souligner quand même. Puis troisième point, lorsqu'il a fallu, je crois que Gabriel a travaillé avec un de nos collaborateurs qui s'appelle Yannick récemment pour construire un tableau un peu plus complexe qui allait chercher de la finance, qui allait chercher de la requête GI pour aller chercher les engagements de commande. Et c'est pareil. On a établi exactement en conformité, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps avec un outil de BI traditionnel, puisqu'il aurait fallu rentrer tous les champs filtrés, toutes les datas dans un ETL avant de pouvoir construire cet état. Et là,
en une soirée, en travaillant en collaboration de tous ces éléments, eh ben, l'a priori que j'avais au départ, c'est complètement retourné puisque je sais que j'arrive maintenant à faire l'ensemble des désirata clients dans cet outil. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus, Gabriel. Et j'en ai fini. Allô, allô? Ah, pardon, j'étais sur mute. Je voulais te remercier, Pascal. J'étais en train de monter un petit slide pour avoir en arrière-plan de ton témoignage. C'est très apprécié, Pascal. Non, mais c'est réel. Vraiment, je suis très content que tu aies pu prendre la parole ici. Vraiment, pour moi, c'est important d'avoir la même relation avec tous les partenaires, tous les membres de la communauté, les utilisateurs. On est une équipe très accessible, donc ça nous fait plaisir d'intervenir et puis de vous assister dans l'implantation de Velixo et puis d'Acumatica et de CGD Flex, bien évidemment. Sur ce, on va terminer la séance. Je mets ici juste mon petit slide merci. Je vous présenterai le vendredi l'agenda, puis on verra là, ce qu'on fait pour une hypothétique quatrième session. Je vais essayer là, de compléter ce qui était à l'agenda. On a le write back ou la réécriture comme gros morceau ce vendredi. C'est quelque chose qui est très, très puissant aussi sur Velixo. Je vous invite à consulter notre blog, notre chaîne YouTube. Je vais publier la vidéo au cours des prochaines minutes. Et puis, ben, je vous invite encore une fois à me contacter si vous avez des questions. Gabriel, a commercial, velixo.com.